Alors juste un petit préambule avant de commencer. Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, c'est une vidéo qui est assez longue. D'accord? J'avais prévu de la faire plus courte, mais c'était pas forcément réalisable vu le contenu. Donc je vous invite à pas forcément la suivre à l'image comme ça pendant toute une heure durant, mais peut-être à l'utiliser plus comme une écoute, en le mettant sur votre haut-parleur préféré, en faisant, en vaquant à vos occupations, en faisant la vaisselle, ce que vous voulez, mais de sorte à ce que vous puissiez vous concentrer sur le contenu, l'image en elle-même n'étant pas passionnante, parce que voir quelqu'un qui parle pendant une heure, ça n'a rien de passionnant. J'espère simplement que le contenu puisse faire avancer un petit peu les choses, puisse apporter sa pierre à l'édifice, et que vous me donniez vos impressions. À l'issue de tout ça, n'hésitez pas à m'écrire ou à me dire, pour ceux qui me connaissent personnellement, ce que vous voulez discuter en rapport avec tous ces sujets. Voilà, je lance la vidéo avec le détail. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que c'est un sujet important dont je voudrais vous parler. Vous savez que bon, je ne vis plus en France actuellement, donc c'est aussi la raison pour laquelle on ne se croise pas. Mais je vais quand même aller voter et je voudrais vous partager un petit peu mon opinion sur tout ça, car je sens que l'heure est grave. Et la dernière fois, il a manqué quelques votes, quelques voix, hein. C'était à 600 000 voix près le programme pour lequel j'ai voté passé au second tour. C'était déjà l'avenir en commun, et qui avait réuni 7 millions de personnes, ce qui n'est pas rien quand même. Et donc cette fois, je veux qu'il manque aucune voix. Donc c'est pour ça que je m'adresse à vous à travers cette petite vidéo. Alors bien sûr, si vous avez vécu en pleine harmonie et en pleine osmose et en plein bonheur pendant ces 5 années, bah, vous pourrez retourner voter Macron très bien. Et puis pour les autres, bah, je vous propose de vous détailler un petit peu l'argumentaire qui, selon moi, justifie que vous n'alliez surtout pas voter Macron et que vous vous empariez des idées qui sont ici, dans ce programme que j'ai lu évidemment, que vous n'avez peut-être pas le temps de lire. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ben voilà, ils n'ont pas soit beaucoup d'intérêt, soit assez de temps pour pouvoir s'intéresser à ça. Et je vais essayer de profiter de ces quelques minutes pour vous résumer les idées principales, essentielles, que je voudrais que tout le monde ait en tête au moment d'aller voter. Savoir quelle est l'offre, qu'est-ce qu'on propose dans ce programme, et qu'est-ce qui peut radicalement changer votre vie, mais dans le sens positif du terme. Je commence avec deux mots de contexte quand même, parce qu'il me semble qu'il y a un parallèle à faire en ce moment avec ce qu'on est en train de vivre. Ça aura échappé à personne que si on remonte un siècle tout juste en arrière, on retrouve un petit peu les mêmes indices qui mènent à la catastrophe, à savoir une crise économique, Wall Street, à savoir une pandémie majeure, la grippe espagnole, à savoir une idéologie xénophobe qui avait gagné toute l'Europe à l'époque avec l'antisémitisme notamment, et puis des dirigeants dangereux qu'on sait, Mussolini, Hitler, Staline, Pétain. Il y avait de quoi faire à l'époque. Et bien si je fais le parallèle, c'est parce que pour moi il y a quand même des similitudes assez effrayantes. Le total de tout ça, vous le savez, il y a un siècle, ça a été une guerre totale, une guerre mondiale, 65 millions de morts, et puis plus d'un milliard de personnes, quasiment toute la population mondiale, qui a vu sa vie pulvérisée et gâchée. D'accord? Donc on peut encore éviter ça. Et donc le vote qui se profile pendant un mois peut avoir une très grande importance dans ce cadre-là. Alors le parallèle que je fais, bah voilà, vous avez compris, hein, la crise économique, ça fait 15 ans qu'elle est là, mais elle s'est jamais arrêtée. La pandémie majeure, vous me comprenez. La xénophobie, bah, il suffit d'écouter un petit peu le discours ambiant avec les montées de l'extrême droite un peu partout. Les dirigeants dangereux et incompétents et malhonnêtes et j'en passe, ben, il suffit de résumer, hein, Poutine, Trump, Bolsonaro, Xi Jinping en Chine, Duterte aux Philippines, Orban, Boris Johnson, et puis Macron. Alors vous allez me dire, oh bah comme tu vas, Macron, t'exagères un petit peu. Bah non, hein, tout dépend du point de vue. Mais moi je vois la mise à sac du pays dans lequel je suis né depuis un certain nombre d'années. Ça a commencé avant Macron bien sûr, mais ça s'est aggravé très fortement ces 5 dernières années. Donc je vais attirer votre attention sur certaines choses qui se disent ci et là, mais encore une fois, si on ne suit pas avec régularité, on n'est pas toujours au fait de ce qui se passe. Et puis bon, les dirigeants dangereux, c'est une chose, mais vous rajoutez
par-dessus tout ça, la crise majeure que l'humanité a commencé à vivre avec la crise climatique, plus maintenant la guerre à nos frontières, qui va sans doute encore s'étendre. Voilà, comment nier le caractère désastreux de ce qu'on vit actuellement. Donc, ce programme, il est radical et il va, bien sûr, à l'opposé de tout ça. Sa philosophie de base, c'est la société du partage, de l'égalité et de l'entraide. Mais si je reste que sur des concepts assez généraux comme ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de détailler un petit peu les propositions. Encore une fois, il faudrait des heures pour parler de l'ensemble. Donc les propositions qui me semblent les plus opportunes pour le moment. Et puis vous, dans votre tête, vous pouvez vous faire un petit tableau, je suis pour ou contre. Et puis à la fin, vous voyez si ces propositions, ces mesures vous semblent intéressantes. Après, pour ce qui est de la question de la confiance, bon, on en parlera. Je me ferai un plaisir aussi de vous renseigner sur ce sujet. Alors, avant de venir sur l'élément clé de ce programme, qui est l'avènement de la 6ème République, je vais commencer par rentrer dans le sujet avec un thème qui, en général, passionne beaucoup de Français, parce que, y compris moi, j'en entends beaucoup parler, c'est les impôts. D'accord ? Alors, qui dit impôt dit répartition des richesses, et puis dit aussi analyse un petit peu économique de comment tout ça se joue. Alors, l'idée principale par rapport aux impôts, c'est que si vous touchez jusqu'à 4 000 € net par mois, vous ne paierez pas plus d'impôts, vous en paierez moins en fait. Donc ça, pour beaucoup de Français qui trouvent que c'est vraiment insurmontable, les impôts, d'abord moi j'ai tendance à dire que plus on paye d'impôts, mieux on se porte en général, puisque comme c'est un impôt qui est censé être progressif, plus vous payez d'impôts, plus il vous en reste quand même à la fin du mois sur votre compte. Mais au-delà de ça, voilà, jusqu'à 4 000 €, vous n'avez strictement rien à craindre, puisqu'on va considérer que c'est la barre à partir de laquelle on commence à passer dans la catégorie des riches. De mon côté, ça me fait ni chaud ni froid, à vrai dire. Je trouve que quand on a 4 000 €, on a franchement déjà des revenus qui sont bien confortables. Il y a beaucoup de ragots, de mensonges qui circulent sur les impôts, et je vais vous faire partager mon expérience. On vous dit toujours c'est le plus fort taux d'imposition en France, on est écrasé par les impôts. Mais je peux vous dire que depuis quelques années, j'habite plus en France. Et pour un revenu qui est inférieur à celui que je percevais en France, je paye quasiment le double d'impôts. D'accord ? Donc ceux qui vous racontent cela, en fait, ils vous parlent des très hauts revenus, qui eux trouvent qu'ils sont complètement écrasés par la fiscalité. En vrai, ce qui compte à la fin, c'est combien il reste dans l'assiette, combien vous avez à la fin du mois pour vivre. Et quand on parle de multimilliardaires, alors franchement, je ne sais pas qui va avoir envie de pleurer pour ces gens-là, mais ça me paraît tout à fait raisonnable. D'accord ? Une autre question, c'est comment cet impôt est redistribué. Jusqu'à maintenant, si vous voulez me dire que dans certains cas de figure, on ne le redistribue pas toujours bien en France, oui. Mais là, il y a tout un chantier à créer. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait comme proposition ici, pour réutiliser l'argent public d'une autre manière. On va détailler tout ça, bien sûr, et les clauses économiques y compris. Donc j'entendais par exemple aux informations il y a peu quelqu'un dire « Oui, mais Mélenchon qui veut prendre à 100% tout ce qui dépasse au-dessus de 12 millions, c'est confiscatoire. » Moi, je trouve qu'on prend les choses à l'envers, là. Ce qui est confiscatoire, déjà, c'est d'avoir 12 millions. Étant donné qu'il y a 10 millions de pauvres en France et autant de gens qui ont de difficultés à manger et à terminer les fins de mois, peut-être que d'avoir plus de 12 millions, c'est peut-être plus très raisonnable, à vrai dire. Que fait-on avec autant d'argent ? Cette question, il faut la poser clairement. Moi, je pense vraiment que la question de la répartition des richesses, elle doit être vraiment mise à plat sur la table. Il y a ce fameux rapport d'Oxfam qui est sorti très récemment. Je vous en lis quelques passages parce que c'est assez édifiant quand même. Il vient de sortir le rapport. Donc la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté en 19 mois de pandémie plus qu'au cours de la décennie antérieure. On a un nouveau milliardaire tous les 26 heures, d'accord ? Alors qu'il y a 160 millions de personnes en parallèle qui sont tombées dans la pauvreté. 236 milliards supplémentaires engrangés pendant ces 19 mois de pandémie par les milliardaires français, d'accord ? Ce qui permettrait cet argent de quadrupler le budget de l'hôpital public, par exemple, ou même de faire un chèque de 3 500 € à chacun des Français. Vous voyez que ça pourrait être redistribué d'une autre manière également. Enfin, qu'on vienne pas me dire, cet argent, ils l'ont gagné à la sueur de leur front, parce que c'est pas le cas en plus. C'est de l'argent qui a été fait en spéculation, donc qui est venu se rajouter par rapport à des bénéfices déjà considérables, conséquents. Les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. Voilà. Les plus riches
ont doublé littéralement. Qu'est-ce que vous avez doublé, vous, sur votre épargne? Je pense rien du tout. Vous n'avez même pas fait augmenter votre épargne d'un quart de sa valeur. Donc, doublé, ce qui représente en tout autant que les 40% les plus pauvres en France. C'est-à-dire que ce qu'elles possèdent, ce que possèdent ces milliardaires est égal à 40% de la population la plus pauvre en France. 40% de la population française étant la plus pauvre. Ok? Je ne sais pas si je suis bien clair. Bon, donc il faut arrêter l'hémorragie ici. Il y a un vrai souci, d'accord, et on a 10% de la population française qui vit maintenant dans une vraie misère. D'accord? 10% de la population, ça fait 1 sur 10. Ça fait 7 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire pour vivre, donc pour s'alimenter. Ça fait aussi quasiment autant de chômeurs, donc de gens qui sont privés d'emploi. Hein, pour avoir fait l'expérience du chômage il y a quelques années, vous le savez, on en a déjà parlé pour ceux qui me connaissent, le chômage, c'est pas celui qui ne veut pas travailler, celui qui ne peut pas travailler parce qu'il n'y a pas d'offre, tout simplement. Donc, il est temps de réorganiser tout ça pour que ça se fasse d'une manière fort différente, d'accord, et qu'on arrête ce jeu sur la financiarisation où c'est finalement le capital et les actions qui rémunèrent, d'accord, parce que le travailleur, pendant ce temps-là, son pouvoir d'achat n'augmente pas et il vit de plus en plus dans une précarité. Donc la dérégularisation du marché et ainsi de suite, tout ça, ça va bien parce que c'est toujours au service du 1% de la population. Donc posez-vous cette question dans le pour et le contre. Est-ce que vous voulez faire un choix pour faire une politique favorable pour le 1% de la population, duquel vous ne faites pas partie du reste, et quand même vous en feriez partie, et je vous trouverais particulièrement immoral de faire ce choix. Mais si c'est le cas, il y a un choix, parce que c'est pas non plus... là, on est en train de faire des propositions politiques, une campagne, donc on n'est pas en train d'essayer d'imposer quelque chose aux gens. Il y a des gens qui vont voter Macron, ils veulent continuer, ils veulent poursuivre dans cette voie et favoriser les 1% les plus riches. C'est la question que je vous pose, moi. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour la suite, ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être pas plus mal de travailler pour les 99% autres, soit la quasi-totalité du pays? D'accord? 10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Je rappelle que le seuil de pauvreté, c'est 900 € par mois. Donc ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes, 1 sur 7 en gros, en France, qui ont moins de 1000 € pour vivre chaque mois. D'accord? C'est des chiffres qui sont quand même assez éloquents normalement. 3000 personnes qui vivent dans la rue, les morts de la rue, sachant qu'on est dans un pays très riche quand même. D'accord? La France, c'est le 2e pays au monde en épargne, derrière le Japon. C'est-à-dire que si on prend l'épargne de chaque Français et qu'on accumule le tout, c'est la 2e masse monétaire à ce niveau-là. D'accord? Et puis, on est aussi le 1er pays d'Europe en nombre de milliardaires. Alors voilà, si ça, c'est pas un petit peu indécent quand on voit que la pauvreté augmente par ailleurs. Pour ceux qui sont nés dans les années 80 comme moi, on avait au début des années 80, 1982, 10 points du PIB, donc 10 points de la richesse produite dans ce pays, qui sont passés entre-temps, jusqu'à nos jours, de la poche du travailleur à la poche de l'actionnaire. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un transfert de capital. Quand on vous dit qu'il n'y a plus d'argent, l'argent, on en produit beaucoup plus, donc il existe. Mais voilà, vous devez commencer à le savoir maintenant parce qu'on le répète assez souvent. C'est juste que cet argent ne va plus au même endroit. Okay? Alors quand on parle de la fiscalité, il y a toujours cette phrase, forcément, dès qu'on va faire ça, les riches vont partir. Eh bien, ça reste franchement à voir. D'abord parce que ça ne sera pas leur intérêt, d'une part, malgré cela. D'autre part parce que qu'ils partent et il y aura avec 67 millions de personnes beaucoup de gens compétents pour les remplacer, et d'autre part parce que de toute façon le programme de l'avenir en commun se propose de mettre en place l'impôt universel, c'est-à-dire que tout étranger qui partirait de France étant de nationalité française continuera à payer ses impôts pour la France au prorata de ce qu'il paiera à l'étranger. Donc le risque franchement est tout à fait inexistant. Par contre, si on passe sur l'autre versant et de la fuite des capitaux qui s'organise notamment parmi la fraude fiscale des délinquants au col blanc, comme on les appelle, là il y a beaucoup plus à rapporter et il va falloir nommer des gens justement au service des impôts pour aller chercher cet argent qui manque. Sachant que dans la sphère financière, vous avez ces fameux milliardaires dont on parle et tous ces grands actionnaires qui sont parfois rémunérés à hauteur de 12, 15, parfois jusqu'à 20%. D'accord, ce qui n'arrive pas dans l'économie réelle. L'argument toujours avancé par la Macronie de dire on fait autant de cadeaux fiscaux, on donne tant d'argent aux riches, c'est parce qu'ils vont réinvestir et on est 5 ans après et on se rend compte qu'il n'y a eu aucun investissement, d'accord, et que l'emploi est toujours bloqué et la situation est de plus en plus dramatique. Donc cet argument-là n'est plus recevable non plus. Quelques chiffres qui sont vraiment éloquents. Les 3 entreprises qui dominent le monde du vaccin actuellement, là pour le coronavirus, c'est 1 000 $ chaque seconde. Vous reportez cette somme à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, et vous vous rendez compte des milliards et des milliards
qui, une fois de plus, sont évacués dans un domaine, là on parle de la santé, qui est un bien commun normalement, d'accord, des milliards qui partent en fumée, littéralement, dans la poche de quelques grands actionnaires anonymes que vous ne connaissez pas, évidemment, mais c'est un système qui ne peut plus continuer, qui est arrivé à son terme. On vous parle aussi souvent de l'Allemagne. L'Allemagne, un très bon modèle. Eh bien non, l'Allemagne, si on prend sur les 20 dernières années et les fameux mandats à Merkel, sachez que le taux de pauvreté a augmenté de 54%, que les travailleurs pauvres ont été multipliés par 2 et que les retraités pauvres ont augmenté de 30%. Alors si ça c'est un bon bilan, en France, toujours pour les chiffres, il y a 22 millions de personnes qui déclarent ne plus partir en vacances depuis des années. D'accord. Et à 70%, ils invoquent la raison économique. Les vacances, c'est un droit, et ça doit être un droit. D'accord. On a besoin de ce cycle pour se ressourcer, parce que la vie, ça ne peut pas être que le travail non plus. D'ailleurs, ces milliardaires qui, soi-disant, travaillent tant, vous inquiétez pas que les vacances, ils s'en prennent également sur leur yacht. Donc le pouvoir d'achat, en gros, il va se récupérer parce que tous ces dividendes qu'on va détourner, eh bien, ça va permettre de redonner tout simplement de l'économie réelle. Ok. En ce qui concerne toujours, on va en reparler de la privatisation juste après pour le programme de politique intérieure, mais vous avez cette compagnie Engie, donc le gaz qui a été privatisé en France il y a quelques années, on nous avait dit ça n'augmentera pas, voilà, c'est clair et net, maintenant on a les chiffres, les tableaux, non seulement le gaz a augmenté, ça a retiré 100% de pouvoir d'achat aux Français par année sur les 5 dernières années, et donc en fait la sphère privée qui est soi-disant autant protectrice, non seulement ne protège à rien, mais nous fait les poches. Il faut quand même en avoir conscience. D'accord. Ça, ce sont toutes ces crises qu'engendre le capitalisme. D'accord. En 1986, un Français travaillait 11 jours par an pour l'actionnaire. En 2022, c'est 50 jours par an. D'accord. Vous voyez un petit peu la bascule qui a été faite. Ça veut dire en gros que sur une année, sur 7 jours travaillés, il y en a un que vous offrez intégralement à l'actionnaire, tout simplement. Donc tout ça, c'est le grand libéralisme. C'est tout ce qui va avec cette doctrine du thatcherisme. There is no alternative, disait Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Et bien voilà, c'est ce modèle-là, nous, qu'on va affronter, parce qu'on ne croit pas un seul instant que les choses fonctionnent comme ça, et l'histoire nous enseigne tout le contraire, à vrai dire. Les grands moments d'amélioration ne sont pas quand chacun se replie sur sa bourse, son budget dans son coin, et ignore l'autre, ou développe une haine de l'autre, d'accord. Donc voilà, je termine avec ce dernier chiffre. 50% de la population en France, hein, donc 1 sur 2, vit sous le revenu médian qui est de 1800 euros. Donc ça veut dire qu'il n'y a quand même pas que des riches dans ce pays. Alors maintenant, pour entrer dans les mesures concrètes de ce qui est proposé ici, il y a un thème qui est colossal, capital, qui est la crise climatique. On va aborder la question du nucléaire aussi, puisque ça revient souvent dans les médias. Donc pour l'Union populaire, la crise climatique, ça se gère sous l'angle de la planification écologique, c'est-à-dire la règle verte, où on décide qu'on ne va plus prendre à la nature plus que ce qu'elle peut elle-même redonner, recomposer. D'accord. Il y a des catastrophes écologiques, humanitaires et sanitaires à tous les coins de cette planète actuellement, donc on ne va pas tous les citer, mais on sait que tout ça est lié au modèle du capitalisme financier qui est un prédateur réel pour la vie humaine en fait. D'accord. Alors pour les mesures très concrètes, on a parlé beaucoup des pesticides, les néonicotinoïdes, le glyphosate, toutes ces choses que vous avez déjà dans le sang. Maintenant, quand on commence à faire des analyses, on se rend compte que comme 90% des rivières françaises sont contaminées aux pesticides, on commence tous à en avoir dans notre organisme. Ça devient relativement dangereux. On parlera tout à l'heure du chlordécone pour les dom-toms. D'accord. Et vous verrez que l'industrie agroalimentaire nous a bombardé de produits chimiques. On parle souvent des abeilles aussi, c'est dramatique. Voilà, donc l'objectif qui est fixé dans ce programme, c'est 100% d'énergie renouvelable à horizon 2050. Beaucoup de gens sont là à dire mais c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Déjà fixer un cadre et faire son maximum pour atteindre ce cadre. Si on commence par dire on n'y arrivera pas, il faut mieux rester sur le nucléaire, alors effectivement, c'est cause perdue. Le nucléaire et les énergies fossiles et carbonées. D'accord. Sachant que le nucléaire pose quand même de vrais problèmes. Alors là, c'est pareil, c'est un sujet qui sera discuté quand on passera à la 6ème République, peut-être sous forme d'un référendum, mais les Français diront ce qu'ils préfèrent. Le problème qui est posé par le nucléaire, c'est il y a 2 axes principaux. Le danger qu'il représente. D'accord, 57 réacteurs en France métropolitaine, ça veut dire un pays qui est une cible majeure en cas de catastrophe.
il suffirait d'une seule explosion et on pourrait avoir des conséquences sur la population absolument affreuses. Le problème, c'est la conservation des déchets radioactifs qui vont rester actifs pendant des centaines d'années. Et ça, c'est un autre gros problème. Donc en gros, quand on y réfléchit bien, et en plus, un parc nucléaire qui est en fort mauvais état et qui va nécessiter des investissements colossaux pour la France, alors même que le monde entier est conscient, parce qu'il y a déjà eu quand même de graves accidents, qu'il faut tourner la page du nucléaire. Donc autant s'y mettre dès maintenant. Parmi les autres mesures, les plastiques polluants qu'on peut remplacer par des plastiques biosourcés. On vous dit qu'à horizon 2050, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. On est déjà dans une accélération actuellement du réchauffement climatique. Je passe très vite à un autre sujet, on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets. Quelle est la position de la gauche anticapitaliste sur la question de l'Union européenne? C'est très simple, il faut faire rebifurquer, changer de cap la construction européenne au niveau économique. Parce que la base de tout ça, c'est construit sur la règle de la concurrence libre et non faussée, qui est une aberration. On ne peut pas faire primer l'économie sur les droits humains. Un exemple très concret, Jean-Luc Mélenchon actuellement propose que pour les cantines scolaires de France, on donne à tous les jeunes Français de l'alimentation bio, pour éviter justement un tas de problèmes de santé ultérieurement. Eh bien, cette mesure en France, elle n'est pas possible à faire appliquer tant qu'on est dans le cadre de ces traités qui imposent des normes économiques qui bloquent. Voilà, donc qui bloquent un mieux pour la santé des Français. On ne peut pas accepter ça, je pense que c'est clair. Donc il faut très sérieusement partir en dialogue avec les coopérants au niveau de l'Union européenne et renégocier énormément de choses, changer complètement la donne. Sachant que la France est quand même un acteur important en Europe, dans l'Union européenne, la France pèse pour 18% du budget de l'Union. Donc déjà, on doit avoir notre mot à dire. D'autre part, il y a d'autres questions qui se posent. Pourquoi en pesant 18% du budget de l'Union européenne, finalement, quand on prend le solde de ce que nous renvoie l'Union européenne, on est déficitaire de 9 milliards. Il y a des normes qu'il va falloir réévaluer au niveau de l'Union européenne. Donc la posture concernant l'UE, c'est dialogue et beaucoup de changements en perspective avec quand même des mesures clés à faire passer rapidement, redonner plus de démocratie, notamment par le Parlement européen qui pour l'instant est une véritable structure un petit peu fantoche, à vrai dire, puisque le Parlement de l'Union européenne n'a quasiment pas de pouvoir, et donc il faut cesser de ce système avec une Commission européenne qui contrôle tout, et qui se compose de quelques financiers, comme ça, notables, qui sont accaparés le pouvoir, en fait. Je passe au point suivant, la politique intérieure. Alors, une autre économie, bien sûr, un autre sens de la répartition par rapport au travail, et notamment le service public, qui doit être renforcé très fortement, parce que les administrés aujourd'hui ne sont plus satisfaits du service public, puisqu'il est démantelé année après année depuis 30 ans. D'accord? Donc ça passe par l'hôpital, l'éducation, là il y a vraiment des investissements majeurs à faire. On a une crise éducative qui est énorme et j'en parle en connaissance. On a aussi une crise au niveau de la santé publique qui est effroyable. D'accord? Plus personne n'a confiance dans l'hôpital public. Mais pourquoi? Parce que les politiques publiques ont mis à mal ces secteurs en enlevant tous les budgets. D'accord? Il y a d'autres secteurs encore qui doivent être réformés. On parlera de la justice tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi une grave crise de ce côté-là. Et vous verrez que les moyens alloués à la justice sont tout à fait insuffisants. La police républicaine, enfin qui devrait être républicaine en tout point, qu'on a vu agir de manière très très particulière ces dernières années. Il va falloir envisager une refondation de cet organe-là. Et puis plein d'autres choses encore qui reviennent au service public. On parlera des EHPAD, le service à la petite enfance également, qui est tout à fait insuffisant. Donc il y a vraiment un gros chantier à ouvrir sur les services publics et ça va nécessiter des fonds. Alors on va aborder le chiffrage après, vous verrez que ce programme est complètement chiffré et donc il faut aller chercher l'argent là où il se trouve tout simplement. Alors j'essaie d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses. La lutte contre les violences faites aux femmes, un sujet brûlant qu'on aborde beaucoup dans les médias. On s'en rend compte de plus en plus actuellement parce qu'on a des chiffres, des données statistiques qui arrivent et on voit l'ampleur du problème. Il va absolument falloir légiférer dans ce sens. D'accord, on rentrera un petit peu dans le contenu tout à l'heure avec des mesures. Alors il y en a une par exemple économique. Qui concerne la rémunération des femmes par rapport aux hommes, pour remettre les niveaux à égalité. Vous verrez que ça a d'autres implications, parce que
automatiquement, si on augmente tous les salaires des femmes travaillant en France, il va y avoir plus de redistribution à travers les cotisations également. Donc ça sera aussi positif pour l'État de toute façon. Mais en premier lieu déjà, l'égalité homme-femme, c'est une chose qui doit arrêter de rester une question marginale, sous-estimée dans un coin, et ça doit être quelque chose qui passe au centre de la politique nationale. Alors la paysannerie, gros sujet que Jean-Luc Mélenchon soulève ici. Pareil, on est comme beaucoup à avoir découvert ça parce qu'on n'était pas forcément en lien avec le monde paysan. Une question essentielle qui est l'agriculture vivrière tout à fait insuffisante. Et donc il faut reléguer l'agriculture d'exportation au second rang. On parlera aussi de la balance du commerce extérieur juste après. Mais en premier lieu, alimenter, nourrir la population française. C'est le seul moyen qu'on a aussi d'avoir la main sur l'indépendance par rapport à toutes les crises qui arrivent, notamment climatiques, et de pouvoir assurer l'alimentation saine des Français. D'accord ? Donc pour ça, il va falloir travailler notamment sur la question de la grande distribution, qui depuis 40 ans, par ses marges et ses coefficients multiplicateurs, s'est accaparé en fait ce qui revenait de droit aux paysans par leur travail. C'est 100 000 fermes qui ont fermé en France en 10 ans. Peut-être que quand on met un constat avec ces éléments-là, on peut se poser des questions. 100 000 fermes en 10 ans, un paysan qui se suicide tous les 2 à 3 jours, c'est quand même pas des statistiques anodins. D'accord ? Donc, et puis il y a de la souffrance derrière, bien sûr. Et dans la 6e puissance mondiale, c'est tout à fait inadmissible. Donc il faut absolument faire une réforme de l'agriculture. Mais pour penser la paysannerie, parce qu'il va falloir former de nombreux nouveaux paysans, et il faut revaloriser cette profession, parce que c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas grand monde qui a envie de se lancer dans cette voie par manque de perspective, tout simplement. Si c'est pour être étranglé économiquement et travailler comme un esclave, ça n'a pas de sens. Donc il faut travailler sur ce thème. L'éducation, bien sûr, alors là c'est pareil, je pourrais m'étendre très longuement sur le sujet, mais on le sait, on manque cruellement de moyens dans l'éducation nationale, de professeurs, des meilleures conditions d'enseignement, et puis la fin de la mise à sac du système public d'éducation, parce que à faire autant de mesures au profit du privé, forcément, il y a certaines personnes qui commencent à fantasmer sur l'éducation privée, sauf que ce n'est pas le projet de la République française. La République française, c'est la même chose pour tout le monde, d'accord ? Pas juste pour ceux qui ont de l'argent. Donc il faut absolument se bagarrer aussi pour ça. Dans le giron des questions éducatives, il y a bien sûr l'allocation d'autonomie pour les étudiants. Alors certains disent « Ah bah c'est pas juste, moi j'ai pas eu ça quand j'étais étudiant ». Bah oui, mais on pense aussi aux générations qui arrivent derrière. Moi j'ai travaillé pendant toutes mes études, des fois les partiels étaient mal préparés, des fois j'avais pas assez de temps. Alors c'est bien effectivement d'avoir un contact avec le monde du travail, de travailler à son indépendance économique, mais l'étudiant avant tout il a besoin de temps pour étudier et pour comprendre, pour se former, pour devenir un bon futur professionnel, d'accord ? Il ne peut pas être déjà professionnel alors qu'il est en train d'apprendre. Et encore une fois, c'est un peu la traite économique. Les étudiants, disons-le, sont quand même, quand ils travaillent, c'est dans des conditions de précarité extrême. Donc on n'est pas obligé de passer par ce bizutage organisé. Le SMIC à 1 400 €, ça fait des années et des années que ça aurait dû être fait déjà. Il y a un énorme retard de ce côté-là. Ça va avoir que des conséquences positives, en premier lieu pour les familles, les foyers qui vont profiter de cette augmentation de revenus, mais également parce qu'il faut avoir en tête que 53% de la richesse produite dans ce pays l'est par le biais de la consommation populaire. Donc tous ces gens qui vont avoir plus d'argent sur leur compte, en fin de compte, ils vont participer davantage à l'effort de la croissance. La croissance au niveau de la consommation populaire, elle est bonne, parce que c'est des gens qui vont faire quoi ? Vivre simplement. Hein, ils iront s'acheter de la nourriture de meilleure qualité, peut-être qu'ils iront au cinéma et tant mieux pour eux, ça fera vivre aussi le monde culturel, et puis ça fera vivre leur culture et leur bien-être, d'accord ? Donc en gros, cette mesure, elle est tout à fait impossible, incontournable, j'allais dire impossible à critiquer. Et 1 400 €, à vrai dire, c'est vraiment le minimum du minimum à ce stade. L'argument qui consiste à dire que ça va favoriser la délocalisation, c'est faux. C'est faux parce que la plupart des gens qui sont sur ces bas revenus sont dans l'industrie de services, qui n'est pas délocalisable. Vous allez pas, votre supermarché, il ne va pas déménager en Pologne pour vous vendre vos produits. D'accord ? Donc, et puis de toute façon, on pourra mettre aussi des lois cadres pour encadrer tout ça. Je passe à la retraite à 60 ans, là c'est pareil. C'est pareil, les bras m'en tombent si jamais
certains s'élèvent contre cet argument. La retraite à 60 ans, c'est un droit qu'on doit avoir pour une raison très simple, c'est qu'après avoir travaillé toute sa vie et avoir cotisé de très longues années, on a peut-être le droit au repos en bonne santé. D'accord. Et puis en plus, on sait que ce turnover va être favorable pour toute la population, puisque ça va permettre à autant de gens qui ne sont pas employés actuellement de rentrer sur le marché du travail. On a tous des parents, parfois qui ont travaillé jusqu'à tard. On a tous aussi en tête que les gens de 65 ans ne vivent pas forcément en pleine forme. Donc quand Macron propose de travailler jusqu'à 67 ans, c'est pas admissible. J'ai dans mes connaissances beaucoup de gens qui n'ont pas dépassé les 70 ans parfois. Ça veut dire qu'ils ont travaillé toute leur vie pour rien. Donc on ne peut pas accepter ça. On nous dit que l'espérance vie augmente, c'est même pas exact d'un point de vue statistique à l'heure actuelle. Et surtout, ce qui est certain, c'est que l'espérance vie en bonne santé est en train de faire marche arrière fortement depuis une dizaine d'années. D'accord. Donc là, il y a des vraies questions. La retraite à 60 ans, ça devrait être clair dans l'esprit de tout le monde. C'est une nécessité absolue. D'accord. Il y a un âge où on est fatigué et on a besoin de faire autre chose et de profiter un peu plus de la vie. Et puis c'est aussi le moment de laisser la place à ceux qui arrivent derrière. Alors la bataille sur la durée du temps de travail, ça c'est quelque chose, c'est pareil, que beaucoup de gens ont l'air de ne pas comprendre ou de ne pas entendre. Alors beaucoup ont fustigé les 35 heures, soi-disant que ça avait mis à mal l'économie. C'est statistiquement faux. On sait très bien que les 2 années au cours desquelles ont été mis en place ce dispositif, ça a donné plus d'1 million de nouvelles personnes sur le marché du travail, donc des cotisations en plus. Et c'est le seul moment dans l'histoire de France où les cotisations ont permis de mettre les compteurs à zéro au niveau de la dépense sociale. D'accord. Donc c'est un bienfait pour tout le monde. La médecine du travail, ça existe. On sait que le travail n'a pas un effet positif. Alors bien sûr, il y aura des gens qui voudront dire le contraire parce que on sait qu'un prof d'université, il aime travailler avec ses 15 étudiants jusqu'à 68 ans. Peut-être. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas généraliser parce que j'ai connu aussi des professeurs d'université qui n'attendaient pas 68 ans pour partir à la retraite. D'accord. Et pareil, le PDG multimilliardaire qui est tout seul dans sa bulle, eh bien lui, il prolonge son activité pour encaisser ses milliards et les accumuler. Mais c'est pas ça dont on parle. On parle des travailleurs de toute la France. De toute façon, on ne va pas interdire aux gens qui voudraient travailler de travailler, c'est pas ça le but. Mais par contre, donner la possibilité aux personnes qui ont travaillé longtemps, donc qui ont les annuités et qui le souhaitent, d'entrer dans une seconde phase de leur vie de repos. Cette bataille sur la durée du temps de travail, aujourd'hui, déjà revenir aux 35 heures, ça serait déjà pas mal parce qu'officiellement, on y est. Officieusement, vous savez bien que les heures sup ont été complètement mises à mal par les administrations Macron et Hollande et Sarkozy avant eux. Donc en fait, les 35 heures de Jospin n'existent plus en tant que telles, puisqu'à partir de la 36e heure, ça coûte quasiment plus rien, l'heure supplémentaire. Donc l'employeur fait un petit peu comme il le veut. D'accord. Donc il faut revenir aux 35 heures et pourquoi pas, dans la mesure du possible, encore abaisser ce temps. Ça sera profitable à tout le monde. Voilà, donc ça c'est pour les comptes sociaux, il n'y a pas non plus à craindre, puisque les cotisations en plus compenseront les comptes sociaux. Mais on va parler de la partie économique juste après. Donc l'idée principale au niveau économique justement, c'est d'en finir avec la société de l'offre pour la remplacer par la société des besoins. D'accord. Depuis X décennies, on produit toujours plus pour consommer plus, mais ça mène à rien. On est en train de détruire la planète, en train de produire des choses dont on n'a pas besoin. Par contre, il manque parfois des choses dont on aurait besoin. Donc il faut changer cette façon de procéder. Et la croissance sans limite, il faut arrêter avec ça parce que dans un monde fini, la croissance sans limite n'a pas de raison d'être. C'est un non-sens, d'accord, de parler de croissance sans limite. Donc il faut structurer un petit peu plus notre activité pour la recentrer sur les besoins, sur ce dont on a vraiment besoin. D'accord. Et ça veut dire donc en finir avec la société de l'obsolescence programmée, par exemple, ou du tout jetable. Travailler plus sur la société du réparable et du durable. D'accord. Alors, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il faut rentrer dans le concret. Quelqu'un posait la question il y a quelques jours. Oui, alors l'obsolescence programmée, comment on fait pour lutter contre ça? Bien voilà, Jean-Luc Mélenchon a proposé cette réponse que je trouve intéressante. Les fabricants, quelqu'un donnait l'exemple de son frigo qui, au bout de 3 ans, tombe en panne. Bah, si on oblige les fabricants à mettre des garanties de 10 ans, ils auront plutôt intérêt à fabriquer un outil qui puisse vivre dans le temps. On sait que les frigos, moi ma mère a eu un frigo qu'elle a gardé plus de 30 ans, d'accord. Donc on sait qu'un frigo c'est tout à fait faisable, et si on savait le faire il y a 30 ans, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui ça serait différent. Très bien. Donc l'obsolescence programmée, il y a des outils, des mesures à prendre pour pouvoir lutter contre ça.
Et autant de choses sur lesquelles on vous dit qu'on est impuissant, en fait, si on a la volonté, la puissance, on va la trouver. Très vite, des sujets un petit peu annexes, alors qui préoccupent certains, le sujet du cannabis par exemple. Le constat qui est fait aujourd'hui, après de nombreuses décennies de politique de prohibition, c'est que c'est un échec. D'accord, ça n'a rien amélioré. Et on nous dit actuellement que 56% de l'activité des policiers se consacre à traiter les dossiers liés justement avec la vente de cannabis. Alors que donc ces fameux policiers n'ont plus assez de temps pour s'occuper des vraies questions qui concernent le crime et d'autres délits qui sont certainement de plus grande importance. Donc la proposition de l'avenir en commun, c'est de changer le focus et de partir sur une autre base, en contrôlant bien sûr cette consommation, mais en proposant une consommation possible, mais pas en indiquant aux gens d'aller consommer du cannabis, c'est pas le but du tout. Mais d'arrêter avec la politique de prohibition qui ne donne aucun résultat, voire des résultats négatifs. Alors la crise de l'eau, c'est un sujet qui est important aussi, dont vous avez très peu entendu parler dans les médias, donc beaucoup de gens ne savent pas de quoi on parle. Il se trouve qu'à hauteur de 2050, les réserves en eau potable seront quasiment, pas épuisées, mais il y en aura très peu. Actuellement, c'est 2,6% du total de l'eau qui est présente sur la planète qui est dans le stock d'eau potable. D'accord? Et elle continue à se raréfier chaque fois plus. Donc il va y avoir un problème abyssal dans les années qui viennent. Et ce sujet, il est important de se le prendre à son compte dès maintenant pour éviter la catastrophe. Parce qu'une humanité sans eau, c'est une humanité morte. On ne connaît pas de résistance organique à l'être humain s'il n'a pas sa denrée première, à savoir l'eau potable. D'accord? Donc il faut s'intéresser à ce sujet-là, et il y a aussi des mesures qui sont proposées par rapport à ça. La laïcité, on est dans un contexte où on anime souvent les peurs de la religion, de tout ça. Il faut tranquilliser tout le monde sur ce sujet. La religion a toute sa place dans la sphère privée, comme ça doit être dans une société laïque. Mais il va y avoir des réformes à faire, car il y a quand même des choses qui ne sont pas bien organisées en France. On a encore le Concordat, par exemple, qui accorde des droits, des subsides venus de l'État pour certains membres des clergés de certaines églises, notamment protestantes, par exemple. Je connais ce cas en Alsace. On a aussi en Guyane l'ordonnance royale de Charles X de 1828 qui est toujours en vigueur et qui permet de rémunérer un curé avec les fonds publics. Donc voilà autant de choses qu'il va falloir très sérieusement réformer, parce que 1828, là, on a quand même changé d'époque. Les Outre-mer, c'est un sujet aussi dont on parle beaucoup, et heureusement, parce qu'il y a un gros retard qui a été pris sur ces sujets-là. Il faut être clair, les Outre-mer, soit c'est la France, soit ça ne l'est pas. Moi, personnellement, pour m'être rendu dans ces territoires, c'est quelque chose auquel je suis attaché, et je pense que les ultramarins, tant qu'ils souhaitent eux-mêmes rester français, ont toute leur place, mais il faut qu'on les traite dignement et comme n'importe quel autre français, au même niveau. J'entendais récemment une information sur la Réunion. 42% des gens en Réunion vivent sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, on parle de 900 € par mois. D'accord? C'est anormal. Si ce sont des Français, ils ont le droit de vivre comme tous les autres Français, dignement des revenus de leur travail. Et donc on ne peut pas accepter cette situation. Avec des problèmes résurgents, et notamment problèmes au niveau de l'eau, le manque d'eau potable, une fois de plus, le manque d'eau tout court, même, c'est vrai pour la Guadeloupe. On a le problème du chlordécone également, qui est un scandale absolument effrayant qui a été orchestré, enfin en tout cas qui a été permis par l'État français jusqu'au début des années 90, en contaminant tous les sols de ces deux îles que sont la Martinique et la Guadeloupe, au bénéfice des industriels, de la banane et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est des sujets qui sont vraiment trop durs à aborder et que je ne maîtrise pas forcément non plus, je ne vais pas vous le cacher, mais voilà, il y a un gros chapitre sur les Outre-mer, et il faut avoir ça en tête, parce que c'est une richesse pour nous, c'est une richesse pour eux. Donc tant que ça fonctionne sur la base d'un partenariat de bonne facture, j'ai envie de dire, tout le monde est gagnant, eux comme nous, et donc ça continue. Mais après, si c'est pas intéressant pour eux, alors c'est rien de plus qu'un résidu de colonisation, et dans ce cas-là, ça n'a plus aucun sens. Donc il faut clarifier les choses par rapport aux Outre-mer, très clairement. Alors la sécurité et l'immigration, voilà un thème qui revient incessamment dans les médias. D'abord, on lit les deux choses ensemble, la délinquance et l'immigration. Tous les organes
d'études statistiques qui ont été faites depuis des décennies prouvent qu'il n'y a pas de corrélation directe. Évidemment, si on prend une population donc immigrée qui vit dans la misère, eh bien, on aura toujours une résurgence d'un peu plus de violence, d'un peu plus de choses comme ça. Mais la délinquance en elle-même, c'est un phénomène qui a des causes beaucoup plus multiples que la simple immigration. Et il ne faut pas laisser tous ces gens que vous entendez sur les plateaux télé avec des relents vraiment racistes s'en prendre comme ça systématiquement aux étrangers. Parce que la base de la délinquance en France, elle n'est pas du tout principalement centrée sur ce problème de l'immigration. D'autre part, l'immigration, c'est un sujet qu'il faut aborder avec sérénité parce qu'on parle de gens qui sont quand même dans une extrême souffrance, qui quittent leur pays non pas par plaisir ou gaieté de cœur, mais simplement parce que s'ils restent là où ils sont, ils risquent de mourir. Donc on peut quand même entendre leur voix et essayer de leur prêter le soutien qu'on peut, hein, dans la mesure de nos capacités, on va dire. D'accord ? Donc, si on veut réellement lutter contre la délinquance, il faut s'attaquer vraiment à la source des problèmes. Il faut éradiquer les grandes structures qui organisent le crime et la délinquance. Et ce ne sont pas, en tout cas comme axe majeur, les filières de l'immigration qui sont à la base de ça. Hein, et là, on va avoir besoin de pouvoir se reposer sur une police et un ministère de la Justice beaucoup plus performant que ce qu'on a eu ces dernières années pour lutter contre notamment des phénomènes qui sont importés comme le phénomène de gang, des phénomènes de violence urbaine notamment, qui sont des constructions sociologiques, culturelles, et contre lesquelles on peut lutter, mais pas juste en montrant du doigt systématiquement l'étranger, puisqu'on sait très bien que même quand on regarde les chiffres, les fameux étrangers qui sont montrés du doigt, ils sont à, je ne sais pas à combien de pourcents, mais un taux très, très élevé de natifs français. Ils sont nés en France, d'accord ? Donc, avoir un étranger, un ancêtre étranger ne fait pas de vous un étranger. Soyons clairs, c'est pas comme ça qu'est construite la Constitution et la loi française. Et il faut rappeler quand même que il y a un Français sur 4 qui a un grand-père de nationalité étrangère. Donc, réfléchissez un petit peu, en vous projetant un tout petit peu en arrière. Votre grand-père, quand il est arrivé en France, ou votre grand-mère, enfin peu importe, votre ancêtre, il était bienvenu ici et fort heureusement, ça a permis une belle aventure et ça a permis que vous soyez là aujourd'hui, d'accord ? Et donc, c'est pas le fait que vous ayez du sang étranger qui fait de vous quelqu'un de mauvais. Ça n'a aucun sens, d'accord ? Donc, il faut prendre ça en compte. Et on parlera de la réforme de la police juste après pour réaborder la question de la sécurité. Je passe très rapidement sur l'économie de la mer, qui est un projet très ambitieux et qui, à moi, me paraît vraiment novateur et très intéressant. En prenant en compte donc qu'il y a dans les mers actuellement, disent les scientifiques, 300 fois l'énergie nécessaire dont a besoin l'humanité. D'accord ? Ça veut dire qu'au niveau de la France, rien qu'avec ces milliers de kilomètres de côtes, car vous savez qu'on a un grand territoire maritime, je crois même que c'est le deuxième territoire maritime du monde, la France, et ça beaucoup de gens l'ignorent, eh bien en fait on a 66 fois l'énergie dont le pays a besoin à travers les fonds marins si on développe l'économie de la mer. Développer une industrie de ce type, ça implique forcément une nouvelle industrie et aussi donc des retombées au niveau économique. D'accord ? Donc l'idée c'est de sortir notre pays de la dépendance énergétique. Alors une fois de plus, je ne vais pas rentrer en détail, et une fois de plus, je ne suis pas expert, mais il y a tout un tas de process dont a parlé Jean-Luc Mélenchon, de turbines qu'on peut mettre au fond des mers et des océans pour créer de l'énergie en quantité davantage en plus grande importance que ce que nous donne actuellement, par exemple, le nucléaire. Donc il va falloir se pencher sérieusement sur ce sujet. L'économie de la mer, il y a très peu de candidats qui en parlent, et ça semble être une très très bonne idée. La question qui tombe toujours après cela, c'est oui, mais alors c'est bien beau, un beau projet comme ça, mais est-ce que c'est chiffré ? Est-ce qu'il y a les fonds nécessaires ? Eh bien oui, si on considère que on va chercher les capitaux là où ils sont, alors l'économie va suivre, évidemment. On parlait tout à l'heure de la hausse des salaires des femmes. Je vous disais que ça allait avoir une répercussion dans l'économie réelle. D'accord ? Ayez en tête que le budget de l'économie française, c'est 2300 milliards de richesses produites par an. D'accord ? Donc, ça fait par rapport aux dépenses et aux recettes un déficit de 140 milliards. Et quand on cherche où partent ces 140 milliards, et bien on s'aperçoit que les cadeaux fiscaux ou les sommes qui ont été rendues à ces milliardaires et à ces grandes entreprises qui n'en avaient pas besoin, puisqu'elles faisaient déjà un bénéfice très excédentaire, ça représente justement ces 140 milliards de déficit. Donc en vrai, le déficit de la France
si on prend simplement l'argent là où il n'existe plus. D'accord? Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce qu'on se rend compte avec tous ces cadeaux fiscaux, c'est que l'État organise l'appauvrissement du pays. Donc après, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour sa politique publique, d'accord? Mais en vrai, ce sont quelques grandes structures et quelques grands milliardaires qui font les poches des Français, ni plus ni moins. Quand on vous parle de la dette, c'est pareil. La dette, il y a plusieurs éléments à avoir à l'esprit concernant la dette. La première, c'est qu'il y en a une part qui est facilement effaçable, puisqu'elle est détenue, entre autres, par la BCE, la Banque Centrale Européenne, et donc de l'argent prêté par nous-mêmes. Ça fait que d'un coup de trait de crayon, on peut la rayer, puisque l'Europe, c'est aussi la France. Donc c'est quelque chose qu'il faut organiser aussi avec les partenaires européens, parce que tous les États européens sont de toute façon surendettés. Donc cette part-là de la dette, déjà, on peut la faire disparaître par une simple action arithmétique, on va dire. Et puis d'autre part, la dette comme elle est actuellement, on sait, tous les économistes les plus sérieux le disent, elle ne sera jamais remboursée. Donc c'est un épouvantail comme ça qu'on agite au-dessus de la tête des gens pour leur faire peur, mais ça n'a aucun sens, puisque cette dette de toute façon ne sera pas remboursée. Il s'agit bien sûr, par respect pour les créanciers, de rembourser peut-être le capital emprunté, mais au niveau de ce qui est des intérêts, de toute façon, on est dans une spirale tellement infernale qu'en fait, on continue à payer la dette éternellement parce qu'on paye les intérêts sur les intérêts. Donc de ce côté-là, il faut arrêter tout simplement et dire aux créanciers qu'on ne payera pas cette part qui n'est pas due. Hein, l'important pour être correct, c'est de rembourser le capital, ce qu'on demanderait en premier lieu à n'importe quel ménage qui achèterait une maison. D'accord? Donc cette dette, il faut avoir en tête que c'est quand même un sujet qui ressort systématiquement au moment des élections, et c'est quelque chose qui n'a pas une réalité intrinsèque dans la vie des êtres humains, puisque cette masse monétaire, c'est quand même l'humanité elle-même qui la crée. D'accord? Donc il y a un respect à avoir dans le sens moral, si on emprunte de l'argent, le rendre, mais après on ne peut pas accepter de rentrer comme ça dans un système qui n'a moralement pas de finalité. D'accord? Donc il faudra bien sûr remettre à plat tout ça. Et par là même comprendre que bien voilà, les investissements qui sont faits ne sont pas toujours les bons. Jusqu'alors, 2300 milliards de budget de l'État, mais seulement 8 milliards consacrés au ministère de la Justice. Alors comment fait-on pour avoir un système pénitentiaire en bon état, pénitencier? Comment fait-on pour avoir des juges qui ont la capacité de traiter leurs dossiers? Alors il en va de même pour le ministère de la Justice, j'ai parlé de l'éducation avant, l'hôpital. Tout ça, il faut réformer drastiquement et arrêter l'hémorragie des fonds publics. Alors comme vous l'aurez peut-être remarqué, notamment par le changement de chemise, c'est que j'ai dû faire un petit montage car j'ai dû réactualiser un petit peu cette vidéo pour une raison évidente que vous allez comprendre, notamment au niveau du contexte international qui d'heure en heure, de jour en jour évolue beaucoup. Et je voulais préciser, puisque tout le monde parle de ça actuellement, que vous puissiez vous situer par rapport à la position de Jean-Luc Mélenchon du Parlement de l'avenir en commun sur ces questions-là. La position est simple, c'est la diplomatie et la diplomatie. D'accord? Il n'y a pas à tenter des menaces, des surenchères. D'abord, personne n'est en mesure actuellement de jouer avec un pays qui représente une force, je crois, peut-être la première force nucléaire au monde, puisque j'ai cru comprendre qu'ils ont plus d'ogives nucléaires que les États-Unis, en tout cas une force colossale. Personne ne peut jouer avec ce genre de risque, de danger, et donc il faut forcément, par la voie de la parole, arriver à faire entrer les choses dans l'ordre. Et les politiques, les réponses agressives avec les sanctions, mollo, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ferme sur ses positions, mais l'escalade avec tout ce qu'on peut entendre, des va-t-en-guerre qui sont un petit peu partout, moi il me semble que par rapport à l'introduction que je faisais tout à l'heure, ils n'ont pas forcément tout en tête au niveau historique. Hein. L'histoire nous enseigne que c'est pas les va-t-en-guerre qui avaient raison, c'est pas ceux qui sont toujours pour la manière forte, mais ce qui permet uniquement de favoriser la paix et la bonne santé des hommes en bonne harmonie entre eux, c'est plutôt la diplomatie. Arriver à se mettre d'accord et puis éviter un bain de sang, éviter des victimes par millions et millions, puisque c'est vraiment ça
qui est à l'horizon. Parlons du Mali, de la campagne de l'armée française au Sahel après des années. 880 millions de coûts, cette campagne. C'est quand même autant d'argent qui ne peut pas être utilisé pour la politique sociale en France notamment. Chaque jour, c'est 2 millions du budget de l'État français qui part dans quelque chose qui n'a plus de sens depuis fort longtemps. Maintenant, on nous demande de partir. Alors, il faut partir le plus vite possible et une fois de plus, arrêter cette dépense qui n'a pas de bon sens. Et apporter, bien sûr, toute notre aide aux peuples africains comme on peut le faire, mais en coupant clairement aussi avec tout le passif, tout l'héritage de la France-Afrique qui nous a beaucoup décrédibilisés, pour lequel d'ailleurs le même Macron s'est encore illustré finalement d'une manière tout à fait négative en allant prononcer des phrases, des discours et en promouvant des actions en Afrique qui n'avaient pas lieu d'être et en enchaînant les échecs. Parce que c'est la guerre au Mali, là on a vu son intervention comme homme de paix par rapport à Poutine, encore un échec de plus. Donc voilà quelqu'un finalement qui n'est pas compétent ni sur les questions intérieures ni sur les questions extérieures. Donc une fois de plus, par rapport à votre petit tableau pour ou contre, posez-vous la question aussi, pour quelles raisons réelles iriez-vous reporter à nouveau votre vote vers Emmanuel Macron, alors qu'en fait, pendant 5 ans, il a desservi vos intérêts à tout niveau. C'est-à-dire que la paix intérieure, on ne l'a pas eue dans le pays. Je rappelle les Gilets jaunes, quand même, autant de choses qui se sont passées. Et la paix à l'extérieur, il n'est pas du tout. La France actuellement n'est pas du tout un bon acteur de cette politique diplomatique de paix qu'on voudrait qu'elle soit. J'en viens bien maintenant quand même, au bout d'une heure, sur le sujet principal, la 6ème République, qui est le cœur de ce projet de l'avenir en commun. La 6ème République, c'est beaucoup de réformes des institutions, des élections, d'accord. On est dans un pays où l'abstention quand même doit nous alerter. Il y a une grande partie de la population qui se détourne de la voie des urnes. Alors, on ne connaît pas mieux pour l'instant que cette supposée démocratie. D'accord, donc les mesures proposées, eh bien, le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, quand un élu a largement perdu toute sa popularité au sein de la population. Il y a beaucoup de choses qu'il faut discuter, hein, même au niveau des médias, le rôle néfaste des sondages. On vous répète depuis X temps que Macron est au second tour. Résultat des courses, il n'a même pas à faire campagne. Et certains vont aller voter pour lui. À quel titre? Avec le bilan on ne peut plus négatif qu'il a sur tous les axes, comment se fait-il que encore beaucoup de gens pensent que le seul vote raisonnable, ça soit celui-ci? D'accord. Il y a beaucoup de questions à poser, et notamment refonder la République française et sa constitution en mettant en question tout cet aspect autoritaire qu'a développé le pouvoir depuis le général de Gaulle, mais beaucoup de choses ont évolué depuis ce temps-là, et aujourd'hui on a clairement ce qu'on appelle la monarchie présidentielle, avec un tout-puissant monarque en haut qui fait ce qu'il veut, et même quand ça ne répond pas aux besoins et au bien-être de la population française. Donc il faut absolument restructurer tout ça. Ça passe par une constituante, ça passe par une réflexion, une mise en action de la population française qui va se mettre à réfléchir sur ce qu'elle veut pour son futur, d'accord, afin de réorganiser la vie démocratique de ce pays. Je donne un petit chiffre comme ça que j'ai lu récemment. La France a été déclassée et n'est plus dans le top des démocraties modèles, on va dire, comme ils l'entendent. On est passé dans la catégorie des démocraties imparfaites, hein, au 24e rang, pour tous les méfaits, toutes les actions ô combien autoritaires qui ont été menées par Emmanuel Macron et sa présidence, à travers notamment la crise des Gilets jaunes, et bien d'autres choix qui ont été faits. Si on doit résumer le dogme de cette gauche à sa portion la plus congrue, ça sera de parler de l'intérêt général, tout simplement. D'accord ? Ce que n'a pas fait la Macronie pendant 5 ans. Donc pas travailler au bien-être de la majorité des Français, c'est pas exact. Donc, je vous parle aussi très vite de l'équipe, parce que ceux qui ne suivent pas beaucoup n'ont pas forcément en tête quels ont été les acteurs du groupe parlementaire de la France Insoumise. Mais il y a beaucoup de gens et de la société civile, y compris beaucoup de hautes personnalités du domaine des économistes, de tout rang d'ailleurs, des militaires, des médecins. Dans tous les secteurs de la population, on trouve des gens brillants
qui ont rejoint cette équipe. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon est en train d'augmenter drastiquement dans les sondages actuellement, comme c'était déjà le cas il y a 5 ans. Sauf que là, notre objectif, ça va être à la fin de pouvoir pousser l'objectif un peu plus loin et d'être cette fois non pas avec les 600 000 voix en moins, mais peut-être 1 million de voix en plus, d'accord? Et pour ça, il faut convaincre, il faut pas hésiter si vous êtes convaincu, allez en parler autour de vous, parce que ça va être vraiment une échéance cruciale, sachant qu'on a aussi l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, et donc il y a un danger. Il y a un danger, il ne faut pas se le cacher. Et vraiment, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour m'inscrire dans cette dynamique. Je fais ça, je précise, hein. À titre personnel, j'ai aucun intérêt direct. Je ne suis pas actif dans aucune force politique, je n'ai pas de poste, je n'ai pas de... Personne ne m'a demandé ni même de faire cette vidéo. D'accord, je la fais sur ma propre initiative, de façon désintéressée, et pas complètement, parce que je suis un usager des pouvoirs publics français, et j'ai envie que mon pays reste un endroit où on a envie de vivre, tout simplement. J'y vis plus actuellement, mais j'aimerais bien un jour peut-être y retourner, mais dans un contexte aussi plus apaisé, certainement. Alors j'en termine avec euh, cet élément qu'on ne peut pas ne pas aborder, puisque beaucoup de gens se focalisent sur une personnalité décrite dans les médias comme quelqu'un comme ça de colérique. Et beaucoup de gens ont encore en tête cet incident qui a eu lieu il y a 4 ans ou 5 ans, d'une cabale en fait, qui a été organisée ni plus ni moins contre Jean-Luc Mélenchon. Un abus de pouvoir terrible, et pour lequel je note que beaucoup de gens ont retenu que Jean-Luc Mélenchon sort de ses gonds et est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Parce que, alors c'est aberrant, c'est aberrant. Moi, ça me choque profondément d'entendre ça, d'abord parce que je connais le parcours de Jean-Luc Mélenchon particulièrement, que c'est quelqu'un que je suis politiquement depuis très longtemps et qui est digne d'une confiance dans la sphère politique française. Il n'a pas son équivalent en termes de compétences, en termes d'honnêteté. Je dis à tous ces gens qui ont encore cette image que leur a activé BFM TV tous les jours en tête pendant des mois et des mois, eh bien, ne jugez pas sur les apparences et sur une machination, ni plus ni moins. Jean-Luc Mélenchon a peut-être beaucoup de caractère, il fait entendre sa voix, et en même temps, face à un abus de pouvoir, il sort un peu de ses gonds, et j'ai envie de vous poser la question à vous, mais qui ne sortirait pas de ses gonds devant une telle ignominie? Parce que ce qui a été fait de lancer tout un arsenal policier de type antiterroriste sur la base de rien, sur une plainte qui n'était même pas sérieuse, et d'ailleurs pour lesquelles les autres candidats à l'élection présidentielle n'ont pas été suivis, d'accord, dans les mêmes conditions. Quel était le fondement de tout ça? Ça mériterait une enquête réelle au niveau approfondi, au niveau des sphères du pouvoir qui est intervenu là-dedans. Mais en tout état de cause, celui qui a été condamné jusqu'alors, c'est Jean-Luc Mélenchon, sur des bases qui sont surréalistes, hein, parce que peut-être que oui, à ce moment-là, on aurait aimé qu'il garde un peu plus son calme, mais à vrai dire, je veux dire que tout candidat à l'élection présidentielle qu'il est, c'est quelqu'un qui reste humain. Non, je fais un petit montage parce que justement, ce que j'avais enregistré il y a quelques jours concernant la politique extérieure a forcément changé. Donc, et puis je me suis rendu compte que j'abordais pas assez le sujet de l'hôpital, qui est quand même, et de la santé publique, qui est quand même un sujet criant. Donc, réforme en ce qui concerne les infirmiers, en ce qui concerne l'accueil des malades. Le thème actuellement qui a beaucoup surgi sur le devant de la scène, c'est les EHPAD, mais pas que. Il y a beaucoup de choses, et on arrête avec le privé à gogo, parce qu'à chaque fois qu'il y a du privé, il y a forcément du capital qui sort pour un investisseur. Et dans ce cas-là, ce capital-là, ça fait un surcoût, ça surchauffe. Cette quantité d'argent qui part vers l'extérieur et qui ne revient jamais, elle impose un coût plus cher que... Et ça nous aurait permis, en l'occurrence, de lutter beaucoup mieux dans le cadre de la pandémie récemment, si on avait été mieux armés et si tous les lits qui ont été fermés ne l'avaient pas été. Bon, là, je suis reparti sur un autre sujet, donc je dois revenir sur ce que j'allais dire, la politique extérieure. Donc ce que je disais initialement dans la précédente vidéo, c'était la position de non-alignement que propose Jean-Luc Mélenchon pour que nous ne soyons pas à la solde des décisions faites et prises par les États-Unis, toujours à suivre derrière l'impérialisme. Je donnais ce chiffre, 230 années d'existence, 220 années en guerre,
pour les États-Unis. Donc un chiffre assez éloquent parce que ça nous permet de comprendre que c'est une nation qui a beaucoup fructifié, beaucoup capitalisé sur son industrie de la guerre et qui a un besoin quasi permanent d'être en conflit. Là, le sujet maintenant qui est posé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est clairement l'axe qui est créé parce que pour l'instant, on aborde assez peu la question sous cet angle-là, mais le nouvel ordre mondial est en train de se créer, qu'on le veuille ou non, avec la Chine en première puissance émergente qui est juste derrière la Russie en soutien. Et donc la position de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet est très simple. L'indépendance de la France par rapport à l'OTAN, donc une France qui peut s'exprimer dans un contexte diplomatique qui lui permettra d'obtenir les meilleurs résultats. D'accord ? Parce que la solution ici, ce n'est pas de faire monter de plus en plus les sanctions, ce n'est pas de plus en plus d'attiser le feu pour que le conflit se généralise et s'étende. La solution, c'est bien évidemment d'entrer en pourparlers de façon proactive avec tous les pays concernés et davantage encore, parce que finalement tout le monde est concerné, mais de prôner absolument une résolution par la diplomatie. Plus les va-t-en-guerre se manifestent et arment d'un côté ou de l'autre le conflit, et plus le nombre de victimes qui va en résulter va être effroyable. Donc il faut absolument calmer les esprits et freiner justement toutes ces paroles soutenues, certainement parfois aussi par des intérêts économiques puisqu'on sait que l'industrie de la guerre est une industrie qui peut être très juteuse pour ceux qui y participent. Donc voilà, donc une position basée sur la diplomatie pour résoudre ce conflit. Et donc Jean-Luc Mélenchon n'en est pas pro-Poutine, il y a un nombre vraiment important d'interviews de sa part depuis plus d'une dizaine d'années et davantage encore, où il explique très clairement sa position. Il n'a jamais partagé ni même les convictions, ni les idées, ni les positions de Vladimir Poutine, en aucun cas. Il a condamné très fermement cette invasion, mais simplement, dans cette famille politique qui est de la gauche, il est hors de question d'attiser le conflit et d'encourager à plus d'affrontements. Voilà. Je voulais terminer, donc j'avais prévu une vingtaine de minutes, ça fait quasiment 1 heure, donc on a largement dépassé. Très difficile d'être succinct et concis à ce point parce qu'il y a énormément de sujets, on ne peut pas tous les aborder. Je ne parlerai pas évidemment de très nombreux sujets que j'avais notés ici, qui peuvent concerner la francophonie, le mal-logement, les passoires thermiques, la politique spatiale, le droit à mourir dans la dignité, encore bien d'autres sujets qui devraient être abordés. Donc voilà, je le répète, allez voter Jean-Luc Mélenchon lors des prochaines élections. C'est évidemment le bon choix. Vous pouvez compter sur son expérience, vous pouvez compter sur sa détermination. Il le répète souvent, mais il n'est pas là pour faire carrière à son âge. On ne peut pas soupçonner qu'il soit là pour s'incruster. D'autant plus qu'il le dit lui-même régulièrement. L'objectif, c'est d'assurer la transition jusqu'à lancer la 6ème République. Et après, ça sera forcément une nouvelle génération qui prendra la suite. Donc on parle là vraiment d'une mise en route d'un nouveau projet qui va transformer dans le sens positif, hein, je le répète, de façon radicale, mais pas extrémiste, de façon radicale parce qu'il y a vraiment besoin de rompre avec le système tel qu'il est actuellement. Donc je vous invite vraiment à écouter tout ce qu'il peut raconter et puis à vous pencher sur la question bien avant d'aller voter pour être convaincu et de pouvoir vous-même convaincre vos voisins, vos amis, votre famille, autant de personnes qui vont pouvoir se manifester dans les urnes pour qu'on ait enfin un redémarrage sous de meilleurs auspices. Bon, c'est tout à fait imparfait. C'est pas du tout le timing que je visais. Je pensais faire beaucoup plus court. Ça aura duré 1 heure. J'espère que ça aura été audible. Évaluer un petit peu ce que je vous proposais au départ, de savoir si oui ou non le projet vous paraît intéressant. En tout cas, 1 heure,
ça sera toujours moins long que le temps que ça prendrait de lire le programme, qui est vraiment passionnant à lire, mais qui prend évidemment plus d'1 heure à lire. Donc j'espère que ça aura pu susciter un petit peu de curiosité pour certains peut-être qui ne l'avaient pas encore, ou confirmer pour d'autres qui avaient déjà la sensation qu'ils allaient voter pour l'Union populaire. En tout cas, je vous encourage 1000 fois à vous documenter, à vous renseigner et autant que possible à vous convaincre que c'est le choix qu'il faut faire. Donc il reste 1 mois les amis, 1 mois c'est très peu. Alors si vous êtes encore hésitant, si vous n'êtes pas encore fait une idée, songez-y. Cette 6ème République, elle aura forcément un impact positif dans vos vies et surtout elle va arrêter avec le marasme et la direction qui a été prise depuis des années de libéraliser tout à l'extrême, d'appauvrir les gens. Il y a plusieurs projets, enfin dont un projet d'un candidat fantôme, puisqu'il ne se présente même pas vraiment face aux Français. Il est tellement président et surprésident qu'il est convaincu d'être déjà élu, à vrai dire, donc il ne fait pas campagne, il n'y a pas de programme. Les quelques mesures qu'on a vues apparaître, comme ça, balancées dans sa lettre, c'est la libéralisation de l'éducation nationale. Si vous pensez que ça améliorera votre futur et la vie de vos enfants, eh bien, moi je pense, et je sais même le contraire, et je parle en connaissance de cause. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu d'autre l'université payante pour les étudiants, c'est fantastique, il fallait l'inventer, n'est-ce pas? Pour réduire encore plus la voilure au niveau de l'accès à l'éducation et pour aggraver encore plus la crise éducationnelle qu'on est en train de vivre. Voilà des superbes mesures, la retraite à 67 ans. Mélenchon vous propose la retraite à 60 ans financée. Il y a largement de quoi la financer cette retraite. Il y a encore plein d'autres choses qu'on n'aura pas le temps d'aborder ici. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour parler de plusieurs aspects, avoir plus de détails. Moi je serais ravi de savoir que cette petite action a permis d'augmenter les votes pour l'avenir en commun. D'ici là je vous reverrai en France, je l'espère, sous de meilleurs auspices que ce qui se trame actuellement. Voilà, donc je vous salue et j'espère vous voir bientôt.